Bonjour. Ah, voilà. Vous allez bien? Voilà, on est très heureuse de vous accueillir pour cette conférence rencontre autour de la créativité. Voilà, un tout petit temps informel qui devrait pas trop vous plomber pour d'abord remercier le Monti qui nous accueille pour cette conférence et le 38 qui a rendu cet accueil possible. Remercier aussi les membres du groupement d'opérateurs culturels qui se sont investis dans la préparation et l'organisation de cet après-midi. Remercier Sophie Mulkers, chef de projet au service de pilotage du PK, qui vous fera une toute petite présentation tout à l'heure à notre suite. Et bien sûr, Mélanie, ma collègue, qui a orchestré tout cela de main de maître. Je vous l'ai dit, on aura un tout petit temps de présentation du PK. Et puis ensuite, on fera place à la rencontre et aux échanges. Je profite aussi de l'occasion pour vous prévenir, si vous ne l'aviez pas vu, que nous filmons la conférence pour pouvoir ensuite la diffuser. Ce qui veut dire que quand il y aura des questions-réponses avec le public, en fait, il faut vraiment parler dans le micro, sinon on ne vous entendra pas. Donc voilà, ça va peut-être nécessiter un peu de patience. Mélanie et Cécile passeront dans la salle avec les micros, mais soyez attentifs et attentives à ça si vous le voulez bien. On se retrouve après autour d'un goûter, d'un petit moment convivial, et je profite encore du temps qui m'est donné pour vous donner la date de la prochaine rencontre Culture École qui aura lieu le 26 mars toute la journée au Muséel à Louvain-la-Neuve. Bon après-midi à toutes et à tous. Voilà, merci. Donc je vais accueillir Sophie Mulkers, donc qui est chef de projet, non, comment est-ce qu'on dit, qui est chef de projet au service de pilotage du PK. Et ensuite, on accueillera notre conférencier Philippe Brasseur, que je vous présenterai en quelques mots. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée et à cette petite mise en bouche PK. Donc on va recontextualiser un petit peu la conférence que nous aurons l'honneur et le plaisir d'écouter tout à l'heure dans ce cadre plus global qu'est le PK. Donc le PK, c'est un chantier. Alors, celui-là, il a commencé en 1866, quand même. Le nôtre, il a commencé en 2020. Alors, c'était quand même pas une année super simple, si vous vous souvenez un petit peu. Donc, mais enfin, on espère quand même que ça ne prendra pas 150 ans pour être un peu sur les rails. Voilà, ceci étant dit, c'est un chantier, c'est le 18e chantier du pacte d'excellence, attention, les grands mots. Mais c'est un chantier, évidemment, super stimulant, super fun, qui est empli de plein d'ambassadeurs super positifs dont vous faites partie, donc on est bien convaincus que ça ne va pas prendre 150 ans, évidemment. Alors, trêve de plaisanterie, même si, comme me le disait mon voisin tout à l'heure, il faut sourire, il faut rire, c'est important. Voilà, donc le PK, il est en place pour tous les élèves, j'ai bien dit tous les élèves, de l'entrée à la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, depuis la rentrée 2020. Alors, il a fait l'objet d'une inscription évidemment décrétale, et puis il a été inscrit dans le code de l'enseignement obligatoire. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, ce code de l'enseignement obligatoire? Eh bien, il dit que pour le PK, tous les élèves doivent idéalement vivre 2 expériences culturelles et artistiques par année scolaire et, si possible, une à l'intérieur de l'école et une en dehors de l'école. Alors, la question qui vient souvent tout de suite après ça, c'est oui, mais enfin, il y a des budgets pour ça. Alors, oui, il y a un budget spécifique pour le PK, un budget qui suit le calendrier d'implémentation du fameux tronc commun qui a fait couler beaucoup d'encre il n'y a pas très longtemps. Là. Alors donc il y a un budget spécifique. Ce budget n'est pas parti en fumée dernièrement. Non. Il a juste été lissé. Donc il faut savoir qu'il y a une trajectoire budgétaire qui initialement était prévue jusqu'en 2030, petit à petit. Donc là, on est en 6e primaire, donc on a des budgets supplémentaires pour mettre des expériences culturelles et artistiques en place. Et puis, on devait suivre première, secondaire et ainsi de suite jusqu'en 2030. Le budget a été lissé jusqu'en 2035, mais sans avoir été impacté. C'est important de le souligner.
Par ailleurs, il n'y a pas que ce budget-là, sinon on ne ferait pas grand-chose et on aurait du mal à toucher tous les élèves. On a un budget structurel de l'administration générale de la culture. Et ce budget, où va-t-il ? Eh bien, il va dans les subventionnements, les contrats programmes des diffuseurs, des opérateurs culturels reconnus. Et donc, c'est un budget quand même qui est conséquent puisqu'il représente 15 à 20 millions d'euros. Et donc, ce budget-là vient s'additionner au budget spécifique dont je parlais juste avant. On parle donc d'un parcours. Oui, mais vous me direz, oui, mais avant le PK, il y avait quand même déjà toute une série de choses. Évidemment, les amours de l'école et de la culture ne sont pas nouvelles et nous en sommes très heureux. On ne part pas de rien. Il y avait un terreau, évidemment, très fertile. Mais alors, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait que le PK, il est innovant ? Eh bien, on peut dire qu'il y a 3 choses. Première chose, avant, on avait souvent des synergies qui étaient créées par soit des enseignants qui avaient une affinité certaine avec la chose culturelle et artistique, ou bien des écoles qui avaient des espèces de subsidiologues ainsi qui savaient très très bien remplir les dossiers. Et donc, c'était souvent les mêmes écoles ou les mêmes classes ou les mêmes enseignants dont les élèves pouvaient profiter des expériences culturelles et artistiques et des subventions liées à ces expériences. Le PK, c'est pour tous les élèves, je l'ai redit, c'est pour tous les élèves de l'entrée en maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Donc il y a vraiment une vocation de couverture universelle. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, il y a vraiment la volonté que ce parcours soit diversifié en termes de domaines d'expression, que ce soit la musique, la danse, les arts plastiques, les arts circassiens, etc., vous avez compris, mais aussi en termes de format. Recevoir un artiste dans son école, ce n'est pas la même chose que de se rendre au musée, que de vivre une balade patrimoniale, que d'aller écouter un concert. Donc voilà, donc vraiment une diversité de formats. On va plutôt aller vers des formats relativement courts que des formats plus longs, vous avez bien compris pourquoi. Mais il y a vraiment cette volonté de diversifier. Et enfin, troisième différence, c'est qu'il y a aussi une vocation d'aller percoler dans les différents domaines d'apprentissage, et pas que les cas, dont je parlerai tout à l'heure, mais bien tous les domaines d'apprentissage. C'est vraiment créer des passerelles pour aller renforcer le sens et la saveur des apprentissages dans les différents domaines. Ça veut dire quoi ? Un exemple. Parfois c'est plus clair. Alors, par exemple, on chante et on prend conscience de son appareil respiratoire, de son appareil phonatoire. Ce sera par exemple pour les sciences. On va aussi pouvoir, j'essaie souvent de prendre des exemples qui sont plus liés aux maths ou aux sciences parce que d'autres paraissent plus évidents. Oui, quand on chante, on travaille la langue. Quand on chante, on peut travailler la géographie, l'histoire, etc. On travaille évidemment la narration, par exemple, mais on peut aussi travailler les sciences, tout comme quand on fait de la peinture, on va s'interroger sur les composantes chimiques et on va faire de la chimie. On va pouvoir, avec le théâtre d'ombre, s'intéresser à la physique. Donc, vous voyez, c'est vraiment aller tisser des liens, tisser des passerelles avec les différents domaines d'apprentissage. Il y a 3 ingrédients majeurs dans le PK. Tout d'abord, connaître, c'est-à-dire pouvoir connaître des courants, pouvoir connaître des artistes, des œuvres. Ça, c'est une première chose, c'est un premier élément. Deuxième élément, rencontrer. Rencontrer évidemment des artistes, mais pas que. Rencontrer également des lieux de création et de diffusion. Rencontrer des métiers, des régisseurs, des costumiers. C'est peut-être aussi pour ça, et certainement aussi pour ça, que c'est important de vivre une expérience en dehors de l'école et d'aller sur ces lieux. Et enfin, troisième composante, pratiquer, c'est-à-dire sentir, parce qu'on pense que c'est quand on le vit intimement qu'on est intimement convaincu. Donc, arriver à aller expérimenter des techniques, des langages de manière sensorielle. Donc ça, ce sont les 3 ingrédients du PK. Alors, quelle est la différence entre le PK et l'EK ? On nous le demande souvent. Je vais commencer par l'EK. L'EK, c'est un cours. C'est le cours d'éducation culturelle et artistique. Comme pour tout cours, il y a un référentiel qui dit ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Le comment, c'est du ressort des réseaux. On en parlera tout à l'heure. Alors,
c'est un cours qui repose sur un référentiel. Il y a donc une grille horaire. En maternelle, c'est 4 heures par semaine. En primaire, en secondaire, c'est 2 heures. Alors, pour ce qui est du maternel et du primaire, en général, c'est l'enseignant titulaire qui donne les cas. Dans certains cas, relativement rares, ça peut être un professeur qui a été détaché au sein de l'école et qui donne le cours des cas pour toutes les classes, mais en général, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est le professeur titulaire. Alors, ne parlez pas trop du secondaire, parce que c'est encore un petit peu en réflexion, en cours, etc. Donc, voilà. Donc, le PK, ce n'est pas un cours. Il n'y a pas de référentiel et il touche tous les enseignants d'une école. C'est une affaire collective. C'est quelque chose qu'on va créer main dans la main. Alors, je parlais d'enseignants. Justement, les enseignants, parlons-en, parce qu'ils portent le PK en très grande partie. Vivre des expériences culturelles et artistiques qui sont amenées par des intervenants extérieurs, c'est formidable, mais ce n'est pas que ça, parce que sinon, évidemment, à nouveau, on aurait peut-être quelques petits... ce serait peut-être très limité d'un point de vue budgétaire. Donc les enseignants portent énormément de choses, apportent par eux-mêmes déjà énormément de choses aux élèves. Il faut savoir qu'il y a 884 000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, 4 205 implantations, ça vous donne une idée du volume. Hein. Donc on sait que les enseignants font énormément de choses ensemble au sein de leur équipe. Mais ils peuvent faire appel à un intervenant culturel et artistique, que ce soit un opérateur culturel tel qu'un diffuseur, centre culturel, bibliothèque, musée, etc. Je ne vais pas tous les citer, ou à un artiste indépendant. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les artistes qui viennent aussi travailler avec l'école viennent y déployer leur créativité, et cela a, de manière réciproque, un impact très positif parce que ça questionne leur démarche de création. On va tout à l'heure parler avec M. Brasseur de créativité. On pense qu'un enseignant qui se sent créatif, c'est un enseignant heureux et ça va être un cercle vertueux. Donc c'est vraiment aussi très intéressant de pouvoir travailler évidemment avec des intervenants extérieurs dans ce cadre-là. Alors une petite lasagne, moi je sais qu'on a déjà mangé, j'aurais peut-être dû mettre le millefeuille pour le petit dessert avec de la crème, mais voilà. Qu'est-ce que ça représente ça ? Eh bien, pour être fidèle à notre structuration et à notre lasagne belge, pour le PK, en interne, nous avons 3 administrations qui se penchent sur le berceau et sur le devenir du PK. L'administration générale de l'enseignement, ça paraît évident, je vous l'ai dit, c'est une réforme de l'enseignement systémique, le PK en fait partie. Alors, c'est aussi évidemment l'affaire de la culture, l'administration générale de la culture, qui travaille sur l'offre, etc. Et puis au milieu, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a le secrétariat général dont le service de pilotage fait partie. Alors vous allez me dire, oui, enfin ça a l'air un peu noyé dans la sauce, cette affaire-là. Oui, mais la sauce, parfois aussi, ça apporte un peu de liant, etc. En l'occurrence, on s'entend tous très bien, on est une équipe qui, me semble-t-il, collabore vraiment, vraiment bien. Alors le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je ne vous apprends rien, il est divisé en 10 bassins scolaires. Pour ce qui est du PK, on appelle ça des plateformes, mais en fait c'est quasi la même chose, à 2-3 petites communes près, donc on peut retenir bassin, mais ça s'appelle plateforme quand même. Alors ces plateformes territoriales, elles sont gérées à l'intérieur de chaque plateforme par ce qu'on appelle un référent, une référence scolaire. La référence scolaire, elle fédère un GOC. Attention, c'est pas un très beau mot, alors je vais vous le développer. C'est un groupement d'opérateurs culturels, c'est déjà un peu plus beau. Voilà. Et à l'intérieur de ce groupement d'opérateurs culturels, il y a donc une référence scolaire, elle-même incarnée en une personne. Pour le Brabant wallon, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que c'est Mélanie qui est là. Mélanie lève la main, voilà. Et donc Mélanie est donc la personne qui coordonne la référence culturelle, en l'occurrence le Centre culturel du Brabant wallon, pour la plateforme du Brabant wallon. Alors le rôle de ce référent scolaire, c'est d'assurer le réseautage à l'échelle de sa zone territoriale. Ça veut dire quoi ? Le réseautage entre qui et qui ? Vous ne serez pas non plus surpris si je vous dis entre le monde de la culture et le monde de l'enseignement. Mais pas que. On a également le monde de les arts. Les arts, ce sont les académies
famille de musique, des arts parlés, des arts plastiques et de la danse. Donc voilà, ça c'est le rôle des référents scolaires de gérer cet ensemble de ces strates d'acteurs et de visibiliser l'offre culturelle disponible pour le monde scolaire. Donc on les appelle, attention, retenez bien, les référents scolaires. Alors, de l'autre côté, du côté de l'enseignement, on a aussi des référents. À votre avis, ils s'appellent comment? Et j'ai interdit à ceux-là de répondre juste devant moi. Alors, vous voyez un petit peu, donc du côté culture, référent scolaire, du côté école, référent. Mais voilà, bien entendu, référents culturels. Voilà, c'est comme ça paraît un peu étrange, mais c'est comme ça. Voilà, alors les référents culturels, ils sont là pour aider les écoles à mettre en place le PK des élèves. Donc, ils viennent soutenir les écoles et les aider à tirer les fils dont je parlais tout à l'heure. Donc, nous avons des référents culturels qui sont logés au sein des réseaux d'enseignement. Donc, je vous disais que j'allais en parler rapidement. Donc, il y a 5 réseaux d'enseignement. On a tout d'abord le CECP, ce sont les villes et les provinces, et je ne sais pas où se trouvent nos collègues du CECP. Là derrière, n'hésitez pas à lever haut la main. Voilà, vous pouvez les identifier juste derrière vous. Nous avons le CEGEC, donc c'est l'enseignement libre confessionnel. Ils sont juste devant moi. Voilà, donc tout derrière, tout devant, vous voyez. Et puis, alors comme dans la chanson. Et puis, vous avez WBE, donc l'enseignement officiel. Donc Bénédicte se trouve... Ah ben, n'est pas... Voilà, Bénédicte et ses collègues, juste là. Bénédicte a été la première à lever la main, c'est pour ça. Alors, le CP11... je pense que le CP11 n'est pas là. Et donc la FELSI, qui est le libre non confessionnel, où il y a peut-être une poignée d'écoles dans le Brabant. Voilà. Et donc les référents culturels, ils sont logés au sein des réseaux d'enseignement. Alors, je n'ai pas encore parlé avant d'évoquer cette dia. Il y a également sur les plateformes les délégués PK. Ce sont ceux qui, au sein des écoles, visibilisent l'offre et aident leurs collègues à se mettre en route par rapport au PK. Alors, il y a des outils pour le PK, un site, le site PK sur lequel vous pouvez trouver un répertoire de partenaires, par exemple, des outils, des ressources. Vous avez un Facebook, il n'y a peut-être pas de petit logo, mais voilà, il y a plusieurs Facebook. Il y a le Facebook de la fédération, il y a également des Facebook locaux. Alors, vous avez une boîte à outils culture. C'est un outil qui reprend tous les dispositifs qui sont menés en régie propre par l'administration générale de la culture et qui sont répertoriés par niveau d'enseignement, type d'enseignement et par domaine d'expression. Et le b.a.-ba du PK, qui est un petit peu le texte fondateur sur lequel tout le monde s'est mis d'accord et qui permet d'avoir une terminologie commune et de créer une communauté. Alors vous allez me dire, c'est l'heure de partir en voyage, presque, avec Philippe, mais voilà, juste après ceci. Donc, ceci est la photo du service de pilotage dont je fais partie. Je suis sortie de la photo, comme vous pouvez voir. Voilà. Et alors, nous avons pour mission de monitorer la couverture progressivement universelle du PK. Ça, c'est notre mission numéro 1. Nous avons également pour mission de communiquer sur l'information stabilisée. C'est ce que je suis en train de faire. Nous avons un rôle de médiation. Je parlais de mettre de l'huile dans les rouages. Ben voilà, on a un petit peu ce rôle-là. On a également un rôle d'implémentation de projets pilotes. Vous avez sans doute entendu parler des fameux projets pilotes Émergence, 3D, Ariane. Et donc, ce sont des projets qui visent à renforcer des domaines d'expression qui seraient peut-être un peu moins représentés, à nouveau pour assurer la diversité. Alors ce que je dis souvent, c'est que nous pilotons l'avion, mais nous ne choisissons pas la destination. Alors on est désolé si parfois on vous dit qu'on va aller dans les Caraïbes et que d'abord que vous avez emporté votre maillot et qu'on est prêt à découvrir le soleil et les tropiques et puis que malheureusement on fait une petite escale à Helsinki et qu'on est un peu frigorifié et que pas nécessairement toujours... Voilà. Mais au bout du compte, en général, on arrive aux Caraïbes, mais il faut parfois être un petit peu patient. Et justement, je terminerai en disant que voilà, ça prendra peut-être une génération pour que tous les enfants aient été touchés, que toutes les parties prenantes aient été intimement convaincues, comme je le disais tout à l'heure. Mais l'objectif général est vraiment de pouvoir, à travers toutes ces expériences, permettre que les élèves puissent s'émanciper, puissent développer leur esprit critique, leur créativité et évidemment... en terminant avec un maître mot qui est celui du plaisir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci Sophie. Donc, cette conférence rencontre s'inscrit dans le cadre de notre labo créativité qu'on a mis en place au niveau du PK Brabant Wallon, car on a choisi en fait au niveau de notre plan d'action qui s'étend encore jusqu'à 2028 en Brabant Wallon de placer vraiment la créativité comme un fil rouge. Et donc, ça n'est pas encore avec... voilà, on ne sait pas encore où on va atterrir, comme vient de le dire Sophie, d'ici 2028. C'est plutôt un espace pour l'instant d'échange, de réflexion, et qui prend différentes formes, comme l'accueil qu'on peut faire aujourd'hui de cette conférence rencontre. Et donc, l'idée, c'est quand même à terme peut-être d'arriver à créer un ou plusieurs nouveaux dispositifs qui pourraient vraiment aider à favoriser l'expression et la créativité au sein des parcours d'éducation culturelle et artistique des élèves. Donc j'invite tous ceux ou toutes celles qui auraient envie particulièrement de nous rejoindre au sein de ce labo créativité de me contacter parce que voilà, ça prendra par la suite dans le futur encore d'autres formes. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Philippe Brasseur, qui est donc spécialiste en pédagogie créative et qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages et de plusieurs livres sur l'art et la créativité. Et donc là, il donne régulièrement des formations et des conférences, mais vraiment aujourd'hui, il a pu préparer à notre demande une expérience, je pense, qui va être aussi participative. Donc là, je répète que Cécile et moi avons des micros, donc quand il sollicitera votre participation, on viendra près de vous avec le micro. Et voilà, je pense qu'il va essayer de nous stimuler dans cette réflexion et qu'on puisse mieux appréhender encore tous les enjeux autour de la créativité. Merci. Art, créativité à l'école. Je vais vous montrer mon pictogramme parce qu'il dit quelque chose de ma vision de la créativité. Je suis papa de 4 enfants. Qui est parent parmi vous? Levez un peu la main. Voilà. J'ai vu, ils sont grands les miens maintenant, ils ont entre 31 et 15 ans, mais j'ai vu particulièrement entre 3 ans et 6 ans que la créativité est naturelle. Un enfant entre 3 et 6 ans, pour moi, c'est une espèce de fontaine de jouvence. Ça sort tout seul, on n'a pas besoin de lui apprendre à être créatif, mais même de l'encourager. Je crois que l'enjeu des adultes qui s'intéressent à la créativité et l'éducation, c'est de la cultiver, de lui permettre de s'épanouir, de donner des fruits, et des fruits singuliers, puisque chaque créativité s'épanouit de manière différente. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. On va faire un petit jeu. On vous l'a annoncé, ce serait une rencontre participative. Je voudrais d'abord voir un petit peu, et vous aussi, qui en a dans la salle. Le jeu va consister à se mettre debout si vous êtes d'accord, ou rester assis si vous n'êtes pas d'accord par rapport aux propositions. Vous avez compris? Ok, super. Première question. J'ai bien mangé ce midi. Alors, hop, vous êtes d'accord? Et ceux qui n'ont pas bien mangé, vous restez assis. Ok. Asseyez-vous. Donc là, il y a toute une rangée qui n'a pas bien mangé. Ok, donc solidarité. J'espère que ça va aller. Deuxième question. Je suis un ou une enseignante. Donc merci, vous êtes venus en nombre. Magnifique, formidable. Prenez place. Alors, je suis, attention, un opérateur, une opératrice culturelle. Je suis artiste, intervenant, voilà. Opérateur culturel, vous savez ce que c'est? Ok, formidable. Je crois qu'on est plus ou moins à parité. Asseyez-vous, un petit peu plus d'opérateurs culturels que d'enseignants. Alors, attention, je suis un ou une référence culturelle ou scolaire. On a entendu ce que c'était il y a un instant. Formidable. Voilà. Donc, nous sommes face à un public varié. Merci. 3 chiffres. 3 chiffres pour commencer cette intervention. Alors, des chiffres qui peuvent être discutés. Je n'ai pas mis les sources parce qu'elles sont discutables, mais elles donnent un ordre de grandeur. 13, 70 et 17. Il paraît que dans sa vie, un enfant qui sort de secondaire maintenant va exercer en moyenne 13 métiers différents. Que 70% de ces métiers n'existeraient pas encore. Et à mon avis, c'est largement sous-estimé, 17% des métiers actuels sont menacés directement par l'IA, à court ou moyen terme. Je crois que c'est beaucoup plus que ça.
J'étais hier ou avant-hier chez Sibelga, un de mes clients. Il y avait un ingénieur IT, là, il disait « l'IA, c'est terrible, maintenant c'est l'IA qui me dit ce que je dois faire ». Dans ces conditions-là, des questions se posent. À moi, adulte, à vous aussi, qui intervenez peu ou prou dans le cadre de l'école. À quoi sert l'école? Et à quoi peut servir le PK? C'est une question rhétorique. Elle est amenée à descendre en vous, à porter des fruits. D'accord. Alors quand on lit le site du PK, on y trouve des intentions. Encourager les élèves à développer leur esprit critique et ouvrir les yeux sur le monde. En effet. Le PK a un parcours qui booste, je cite, la créativité et la motivation de tous les élèves. On l'espère et on le croit aussi. Ce qui va nous rassembler aujourd'hui sont les questions que j'ai essayé de formuler pour cristalliser ce que je voulais stimuler auprès de vous aujourd'hui, c'est quel sens et quelle place donner à cette fameuse créativité? De quoi est-ce qu'on parle? Parce que s'il y a bien un mot, et j'y consacre ma vie professionnelle depuis 25 ans, qui reçoit des acceptions très diverses, c'est le mot créativité. Quelles compétences, peut-être c'est un gros mot pour certains d'entre vous, mais je trouve très important de le formuler très explicitement. Quelles sont les compétences que nous entendons stimuler, développer, encourager à travers le PK? Comment faire pour que l'art et la créativité et la culture irriguent l'ensemble des apprentissages et ou de l'expérience scolaire? On a vu des exemples où effectivement la musique est vue comme un phénomène physique. J'ai entendu tout à l'heure, entre 2 et 3, là, une prof de cirque me raconter un projet passionnant où la géométrie est vécue dans le corps à travers des expériences circassiennes, formidables. Est-ce qu'il y aurait aussi une autre manière d'appréhender la créativité en lien avec l'art, la culture, qui soit autre chose que simplement Dieu sait si c'est déjà riche, mais ce croisement entre des disciplines artistiques et des disciplines dites scolaires? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental? Est-ce que la créativité aurait à voir avec tous les apprentissages, avec des compétences en amont de celle-là? Comment stimuler la créativité par nos consignes, qu'on soit enseignant ou qu'on soit intervenant culturel, artistique d'ailleurs? Voilà. Comment est-ce qu'on stimule la créativité d'un enfant? Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique d'une telle consigne? Voilà. Comment est-ce qu'on peut, le cas échéant, structurer une séquence d'apprentissage, d'intervention artistique, culturelle, de manière à stimuler cette créativité? Qu'en est-il de notre posture, notre vision de c'est quoi mon rapport au savoir, à l'enfant, etc. On va en parler aussi. Et enfin, comment encourager une collaboration efficace entre le monde culturel et artistique, d'une part, le monde scolaire de l'autre, et où est-ce que parfois ces deux mondes-là se renvoient dos à dos, sinon explicitement, en tout cas implicitement. Sur base de quelle polarité se créent quelque part ces frictions-là, s'il y en a. La première expérience à vivre, à la lumière d'une œuvre d'un artiste que j'aime beaucoup, un compatriote, Bob Verschuren, qui fait du land art. Qui connaît Bob Verschuren? Grand artiste que j'admire beaucoup. Je vais vous demander de choisir un nombre de 1 à 6 chacun. Ça y est? Okay. Et en vous tournant votre voisin direct, vous allez pendant 3 minutes, à raison d'1 minute et demie chacun, comme ça, répondre à la question qui correspond au chiffre que vous venez de choisir. Capito? C'est parti. Allez-y. Bon échange. Ok. Alors cette expérience pourrait durer plus longtemps et désolé si je vous frustre. J'ai une grosseur, on terminera vers 16h35, 40. Ce que vous venez de faire est une des choses que je préfère. C'est de vous mettre dans une expérience artistique où l'œuvre se présente non pas comme un objet à comprendre. Je ne vous ai pas demandé à votre avis qu'est-ce que l'artiste a voulu dire. Ça ne figure pas parmi les... Quoique il y a une question, imaginez que vous êtes l'artiste. Mais ce n'est pas la même chose. Imaginez que vous êtes l'artiste. D'accord? Picasso disait, si j'avais pu le dire, je ne me serais pas fatigué à le peindre. Donc peut-être que l'artiste avait une intention, mais dans ma vision des choses,
D'abord, l'artiste, il n'est pas partout près des œuvres d'art et des spectateurs pour commenter. L'œuvre se présente à chacun, et c'est Gaston Bachelard, le philosophe français, qui le disait, comme une scène de théâtre pour l'imaginaire, un espace de projection libre de tout ce qu'il veut y mettre à un moment donné. Voilà. Ou comme le disait le directeur de l'École des loisirs, Jean Fabre, cette grande maison d'édition jeunesse que vous connaissez, en parlant des livres, et j'ai lui piqué sa citation pour l'appliquer aux œuvres d'art, aux images. Il dit qu'une œuvre d'art, non, il dit un livre, moi je dis qu'une œuvre d'art en général, excusez-moi, peut-être pour chacun, un miroir, une fenêtre, un porte-voix, un miroir dans lequel on va se reconnaître et pouvoir s'identifier. Mais oui, ça me ressemble vraiment. Une fenêtre qui va me dire, mais ça c'est pas moi, mais c'est ce que j'aspire à être. En termes un enfant est un être en développement, par exemple. Quand il voit une œuvre d'art, je ne parle pas seulement d'une œuvre d'art plastique, ça peut être, il voit un musicien, il voit une œuvre d'art vivant. Ça peut l'amener à se projeter dans ce qu'il aimerait être. Quand vous dites que les rencontres PK sont des rencontres, j'ai été marqué moi-même par les rares rencontres culturelles que j'ai pu faire comme enfant, parce que j'ai trouvé là des adultes modélisants, des gens à qui j'avais envie de ressembler. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir la visite de Hergé chez moi. C'est quelqu'un, ça m'a marqué à vie. Voilà. Un adulte à qui j'ai envie de ressembler. C'est à ça aussi que servent les rencontres PK. Ne l'oublions pas. Voilà. Qu'est-ce que, en tant qu'artiste, j'incarne quand je suis devant des enfants? Voilà. Dans mon authenticité, dans ma capacité aussi à ne pas connaître les réponses à toutes leurs questions, à me montrer vulnérable, à montrer que, je parle pour moi, que ma vulnérabilité est au service de mon être au monde. Et enfin, une œuvre d'art peut être un porte-voix. C'est-à-dire qu'elle peut donner une forme à ce qui n'en avait pas, qui était là, mais en dessous du niveau de la conscience. Je crois que c'est ça une œuvre d'art, fondamentalement. Et comment porter ça quand on porte l'art aux enfants? Non pas, je le répète, et on va y revenir, comme un objet cognitif, ni même simplement émotionnel, mais beaucoup plus largement comme ça, comme un support à une quête existentielle. Alors, amener l'art à l'école, c'est un paradoxe. Je caricature, exprès, d'accord? Mais comment concilier ouverture culturelle et apprentissage structuré, les deux étant nécessaires au développement de l'enfant? Comment concilier l'expression personnelle, et je ne veux pas simplement parler d'expression artistique, mais la quête fondamentale de l'éducation qui est de faire émerger chez chaque individu ce qu'il est amené à être, de lui faire découvrir et avoir envie d'aller vers cette unicité qui changera d'ailleurs plusieurs fois au cours de sa vie, on l'espère. Voilà. Comment concilier cette expression de soi et une réflexion critique, plus cognitive, plus intellectuelle, comme ça, une prise de distance. Comment développer l'évanouissement, c'est rigolo ça comme lapsus, l'évanouissement personnel. Ah, je retiens ça. Ouais. J'en connais un qui doit aimer ça. L'épanouissement personnel et le socle commun de compétences. Parce que le programme, oui, il y a un socle commun de compétences à acquérir. Comment est-ce qu'on combine les deux? Comment concilier liberté et cadre? En préparant cette conférence avec Mélanie, que je remercie, elle me disait la difficulté pour certains enseignants d'accueillir je mets des gros guillemets, le désordre que génère l'arrivée d'un artiste en classe. Ça frite, comme on dit en Belgique, parfois. Hein? Cette logique de la divergence, du désordre, de la déconstruction, et la logique de la convergence, de l'ordre, de la construction, qui est souvent incarnée par l'école. Voilà. Comment ne pas se renvoyer dos à dos? Je vais essayer dans cette conférence de ménager la chèvre et le chou et de faire plus que ça, de montrer que les deux sont nécessaires. Je vais vous demander 2 minutes de réflexion personnelle, en pensant, pour peu que vous en ayez vécu, mais je crois que c'est la majorité d'entre vous, à une expérience réussie dans le cadre du PK. Vous en avez été acteur, spectateur, complice, promoteur.
Cette expérience-là, pensez comment elle s'est déroulée. Pensez à quelques images caractéristiques, comme dans votre album photo, des highlights de cette expérience. Et qu'est-ce qui fait que c'était une réussite selon vous? Qu'est-ce que vous mettriez comme mot? C'était une réussite parce que? C'est plus intellectuel peut-être comme recherche, mais demandez-vous, ok, c'était une réussite. Quelle compétence, peut-être au singulier, s'il y en a une, mais quelle compétence l'enfant, ou certains enfants qui étaient là, ont-ils pu exercer, développer, faire émerger? Et enfin, s'il y a eu de la créativité, elle était où? Chez les acteurs culturels? Chez l'enfant? Chez l'enseignant? Dans l'interaction? De quelle manière? Comment est-ce qu'elle se manifestait? Je vais vous laisser de nouveau un temps relativement court, et désolé de nouveau si je vous frustre, de 3 à 4 minutes avec quelqu'un d'autre que tout à l'heure. Pour échanger sur une réponse, au moins à une question là, quelque chose qui fait sens là, par rapport à une de ces questions, qui s'éclaire. Allez-y. Ok. Si vous êtes d'accord, on va arrêter là l'échange. On ne m'entend plus et on n'arrête pas de parler. C'est comme ça, c'est fini. Je m'en vais. J'ai une question. Est-ce qu'on est prêt avec le micro à côté à se balader? Ouais, super. Je prends 3-4 minutes pour questionner certains d'entre vous, sans parler de votre propre expérience, parce que votre modestie en prendrait un coup. En parlant de ce que vous avez entendu de l'autre, qu'est-ce qui vous a touché, frappé? Et ouais, à quoi est-ce que vous avez reconnu que, ah tiens, là, il y a eu de la créativité? Quel mot vous me mettriez là-dessus? Je voudrais quelques témoignages, s'il vous plaît. Oh, la timidité, on est autour d'un café. Ça, oui, vas-y. Oui, oui. Tu dis ton prénom et puis. Julie. Oui. Je dirais la liberté. Le moment, en fait, où on s'est reconnus toutes les deux dans le discours, c'était le moment charnière de lâcher prise. Liberté et lâcher prise. Oui. Ok, super. Dans le chef de qui? Des enfants? De vous? Des enfants. Des enfants. Ok. D'autres? Oui. Ici, là. Ton prénom? Je m'appelle Cécile. Ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans l'expérience que ma collègue a vécue, le moment où les enfants ont été créatifs, c'est quand ils ont rebondi et qu'ils ont été plus loin que l'activité qui a été proposée et qu'ils ont proposé, eux, d'autres éléments. Ils ont apporté des livres, ils sont retournés voir l'expo avec les parents, etc. Donc les enfants ont été acteurs. Force de proposition. Voilà, et du coup, ils ont surpris, voire bousculé l'intervenant. Ok, super, intéressant. D'autres? Oui, ici. Agnès. Alors, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est quand les enfants ont pris conscience d'une émotion et qu'ils ont eu un outil pour transcender cette émotion. Vraiment, c'est dans le cadre d'un atelier d'art-thérapie ici. Et donc, ils ont vraiment pu aller plus loin dans leur émotion, enfin, l'exprimer et la dépasser. Et notamment, c'était l'émotion de colère. Ok, super. Et je travaille justement, pour l'instant, je suis formé et formateur aux pratiques narratives. Il y en a qui connaissent ça, l'approche narrative? Bon. C'est une approche de conversation thérapeutique, etc., mais qui consiste notamment à externaliser les émotions négatives. Voilà. Et dans le mot exprimer, littéralement, c'est exprimer, c'est pousser hors de soi, pour en faire un objet qu'on peut regarder, mais qui ne nous identifie plus. Je ne suis plus ma colère, je ne suis plus ma honte, mon sentiment de petitesse, d'abandon, que sais-je encore. Je peux le mettre devant moi. Quoi encore? Ces traces de créativité que vous avez repérées dans le discours de l'autre. Oui. Ton prénom? Marcel. Marcel. Moi, ce qui m'a... C'est un contre-exemple, c'est l'enseignant qui, quelque part, réagit quand les enfants, de son point de vue, sortent
trop du cadre ou de la consigne qui était donnée par l'artiste, et où c'est l'artiste qui intervient en disant non, laissez-les. C'est ça. Ok. Ouais. Oui. Il y a souvent une confusion dans le chef de certains enseignants entre la fin et les moyens, en privilégiant les moyens. La consigne, ce n'est qu'un moyen. Et un enfant qui désobéit à la consigne, ça ne va pas. Mais être créatif, c'est souvent désobéir à la consigne, en ayant bien conscience de l'intention. Voilà. Comment est-ce que, comme enseignant, je peux tolérer, accepter, encourager ça? Et bien sûr, comme artiste et intervenant culturel. Belle question. Comment est-ce que, comme artiste, intervenant culturel, je peux accompagner un enseignant qui, malgré lui, parce qu'il reproduit un système dont il est issu, ne peut s'empêcher de dire mais il faut respecter la consigne. Que monsieur, non pas lui, que monsieur l'artiste a dit. Voilà. Comment rester copains, doux, bienveillants les uns avec les autres dans ce contexte-là? Quoi encore? Ok, on va continuer. Donc, la créativité, une compétence à développer, à cultiver. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va consacrer la suite de cette intervention, de cette rencontre, à trouver des éléments de réponse. Je n'ai aucune prétention de vous apporter la vérité. Ce sujet me passionne depuis 25 ans. J'ai une grille de lecture, on peut y juxtaposer plein d'autres. C'est juste une manière d'appréhender la complexité. Ce n'est pas la vérité que je vais vous délivrer. D'accord ? Et j'espère que dans les échanges qui suivront cette conférence, nous aurons l'occasion de peut-être contredire certaines choses qui auront été amenées par moi-même ici. Je vais prendre comme point de départ ce qui a fait l'objet de l'invitation à cette conférence, une activité que je n'ai pas inventée du reste, que j'ai appelée Art Remake, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est significative d'une certaine démarche. Il s'agit de remettre à des groupes de 4 participants, enfants, adultes, une œuvre d'art et de leur dire, voilà, vous avez 15 minutes pour reproduire cette œuvre en photo avec le matériel que vous trouverez dans l'environnement ici présent. C'est très excitant, je me tiens rigoureusement aux 15 minutes comme ça et les résultats sont surprenants. On était à Montigny-sur-Sambre, voilà. Dans la cour de l'école, il y avait quelque part des vieux pneus. Je trouve que c'est formidable parce que on est dans une recréation. Dans la cour de récréation, on a fait une recréation artistique et donner à cette œuvre archi connue un nouveau sens contemporain. Voilà. C'est la même école, Montigny-sur-Sambre. On n'est pas à Hollywood, quoi. Et on est au mois de novembre. Mais pour faire le maillot blanc, il y a du papier WC en suffisance. Voilà. Il y a du papier crépon dans la réserve du prof de maternelle. Et il y a des bouchons en plastique qu'on a gardés pour faire un bain de bouchons pour les enfants. Voilà. Et le tour est joué. Hein. Je sais pas, ils ont été trouvés ce plastique-là, et puis ils ont été en réfectoire de l'école, etc. Mais ils ont réussi à s'approcher très fort de l'œuvre en question. Voilà. Donc, dans ce petit défi-là, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Plein d'autres activités artistiques. Je prends celle-là. On y voit à l'œuvre une démarche simple, que je vais résumer en m'appuyant sur une façon d'écrire et modéliser la séquence, le processus créatif. Roger Vonnegut est un auteur américain sur lequel je m'appuie depuis plusieurs années, parce qu'il donne, parmi d'autres auteurs, je le répète, une manière simple d'appréhender c'est quoi la créativité. Pour lui, être créatif, c'est incarner successivement 4 postures. L'explorateur, l'artiste, alors lui il dit le juge et le conquérant. Voilà. Dans l'activité que je viens de vous montrer, on voit ces personnages à l'œuvre. L'explorateur, c'est on reçoit une œuvre d'art qu'on ne connaît pas et un défi auquel on ne s'était pas attendu et on doit y réagir. On doit faire face à cet inconnu. Et commencer par observer l'œuvre d'art en question, l'environnement, et comment est-ce qu'on va
se dépatouiller face à ce défi inconnu en récoltant des objets. Voilà. Et en commençant, c'est la phase de l'artiste, à jouer, chercher, expérimenter, combiner. Est-ce qu'on va reproduire l'œuvre en petit avec des Playmobil, ou bien est-ce qu'on va le faire en grand avec nos corps? Comment est-ce qu'on va faire? On cherche, on se trompe, et dans un aller-retour, c'est pas uniquement linéaire, hein, mais c'est itératif comme processus. On va exercer son esprit critique. Il va dire, tiens, telle hypothèse, elle est intéressante, on l'aime bien. En fonction de quoi? Eh bien parce que, je sais pas moi, c'est rigolo, c'est inattendu, c'est beau. Quelles sont les valeurs qui vont présider à nos choix? Important aussi de les formuler à un moment donné du processus créatif. Et selon ces valeurs, on va opérer des choix, écarter donc certaines options, en privilégier une et en faire une solution qu'on va finaliser, mettre en œuvre pour la présenter ensuite fièrement au monde. C'est notre réalisation, on en est fiers. Et derrière ces étapes, on voit des postures qui toutes décrivent des moments du processus créatif, des manières d'être créatif. Ces manières-là, l'explorateur, curieux, l'artiste, inventif, imaginatif, le sage, sage justement, ancré dans ses valeurs, doté d'un bon esprit critique, et le conquérant qui a cette capacité, cette envie d'aller au bout des choses et de délivrer quelque chose de fini, sont des personnalités qu'on va trouver rarement réunies chez un même individu. C'est pour ça que j'aime bien ce modèle-là, parce que pour former beaucoup de personnes également dans le monde d'entreprise, d'organisation, pas seulement des enseignants, mais on va voir que dans une équipe, par exemple, ou dans un groupe d'enfants, eh bien, les uns vont correspondre plus à l'un ou l'autre de ceux-là, c'est des personnalités plus divergentes, plus fantaisistes, ouvertes, intéressées par les possibilités, hein, tandis que les autres, sages et conquérants, sont des personnes souvent plus soucieuses du réel et de quelque chose qui soit concret, finalisé, voilà. Avec souvent une possibilité d'antagonisme entre ces deux personnalités. J'ai emmené mon petit dernier au musée là dernièrement et je voyais, alors que mes 3 aînés sont très intéressés par l'art, lui, il n'en a rien à cirer. Et il disait, mais moi, mais quelle perte de temps d'aller remplir des œuvres d'art, d'avoir cette prétention de vouloir faire quelque chose qui n'existe pas encore. Moi, me dit-il, ce que j'aime bien, c'est ce qui est utile. Voilà, ce qui sert à quelque chose. Voilà. Je crois qu'il est plutôt dans ces profils-là que dans ceux-là. Et c'est très bien. La créativité, ça a été ma grande découverte il y a plusieurs années, a un lien étroit avec l'apprentissage. Parce que j'ai découvert en lisant les programmes scolaires, notamment l'ancien programme du livre, je me tourne vers mes collègues du CEGEC, là, on disait qu'il y avait des compétences transversales à développer chez l'enfant. Compétences transversales dont certaines étaient qualifiées d'instrumentales. À savoir des compétences qui vont être des instruments pour développer tous les savoirs, en français, en mathématiques, en sciences, en art, que sais-je encore. Et ces compétences étaient libellées de la manière suivante: être curieux, se poser des questions, choisir une stratégie de recherche par rapport à la question qu'on s'est posée, chercher des réponses par essai, erreur, expérimentation, traiter cette information, qu'est-ce qui répond à ma question le mieux ou pas, etc. La structurer de manière intelligible en utilisant mon esprit critique et finalement communiquer la réponse à la question que je me suis posée de manière claire, personnelle, si possible. Voilà qui décrit un processus d'apprentissage. Vous voyez qu'être créatif et apprendre, c'est le même chemin. Grande découverte. Du coup, développer la créativité, c'est développer la capacité d'apprendre de manière autonome, d'être un apprenant actif. J'ajoute, parce que ce n'est pas anodin, même si ce n'est pas l'objet de ma conférence, que les 2 autres compétences transversales identifiées dans ce programme-là étaient la compétence transversale intrapersonnelle, la capacité de se connaître au niveau de son identité émotionnelle, psychologique, mais aussi de sa cognitive, quelle est ma manière d'apprendre privilégiée, par exemple, et la capacité transversale interpersonnelle, ma capacité d'interagir avec les autres, de tenir compte de la vie de l'autre, de co-construire des solutions, etc.
Donc, me basant là-dessus, je me suis dit, on peut consciemment être un enseignant, un intervenant, un adulte qui va développer la créativité de l'enfant, mais en allant chercher justement comment développer, parce que si on prend l'ensemble qui embrasse trop mal les trains, chacune de ces compétences-là séparément. Quelques exemples. Par exemple, je quitte volontairement le monde strict de l'art. On est en sciences et on va demander aux enfants quelles sont les connaissances que vous, croyez avoir par rapport au corps humain. Qu'est-ce qu'il y a dans votre corps? D'accord. Et l'enfant va faire des hypothèses. On se doute bien, en voyant ce dessin, que l'apprentissage qui va suivre va être d'autant plus passionnant qu'il va falloir vérifier ces hypothèses. On voit bien que ici, il y a des tuyaux, mais on n'en sait pas beaucoup plus. D'accord, voilà. Et puis que quant aux os de la main, là, c'est tout à fait aléatoire. Quant aux jambes, regardez, elles sont structurées différemment. Voilà. Peut-être qu'une des deux réponses est juste, ou que la bonne réponse est entre les deux, etc. Une autre manière de développer l'explorateur, c'est de développer une pensée qui ne soit pas linéaire, mais organique, qui reflète quelque part les structures de notre cerveau, 86 milliards de neurones quand même, et de faire, par exemple, des cartes mentales, dire, tiens, mais à quoi me fait penser une pomme, et d'encourager l'enfant à avoir cette pensée divergente, associative, là où l'école souvent segmente les savoirs. Voilà. Encourager l'enfant à se poser des questions. Mes enfants ont eu la chance d'aller dans une école FELSI, l'école ouverte à Ohain, qui est une école de pédagogie de Crolly, et beaucoup de l'enseignement chez de Crolly est basé sur le questionnement de l'enfant. Le prof a pour mission de partir des questions de l'enfant pour construire des apprentissages. Grand défi. Parce qu'on n'est pas demandé au prof de connaître les réponses aux questions, mais bien d'accompagner l'enfant dans la découverte autonome des réponses à ces questions. Observer, développer l'explorateur, c'est également aller chercher dans l'environnement. J'emprunte cette idée à une activité du patrimoine à roulettes, et je salue un de ses représentants ici présent. Aller chercher toutes les étoiles dans l'environnement. Dieu sait s'il y en a. D'accord ? Développer l'artiste, ce ne sont que des exemples, d'accord ? Mais c'est vous montrer la posture, l'attitude qu'on peut développer comme explorateur. Développer l'artiste, c'est développer une autre manière de penser, on va le voir dans un instant, que celle que moi-même, en tout cas, j'ai apprise à l'école. Faisons un petit test. Si je vous demande de trouver l'intrus, que me répondez-vous ? On va mettre le micro parce que sinon... alors, levez la main. Qui veut répondre ? Oui, vas-y. Donc on est d'accord, la première réponse qui émerge, c'est E. Pourquoi ? C'est une voyelle. Deuxième réponse. Donc si vous étiez à l'école traditionnelle, vous auriez 10 sur 10. C'est la réponse attendue. Oui. On est dans le contexte de l'alphabet, d'accord ? Dans l'alphabet, il y a les consonnes, les voyelles, il n'y a qu'une voyelle, le reste c'est les consonnes. Mais il y a oui, moi. Une autre réponse, vas-y. Moi, je dirais que c'est le R parce qu'il est rond, alors que tous les autres, c'est des lignes droites. Ok, il comporte une courbe, alors toutes les autres sont faites de lignes droites. Très bien. Ici. Ah, vas-y, je t'en prie. Oui. Le H parce qu'il est muet. En français, en tout cas. Mais mon ex-femme qui est hollandaise se dirait le contraire. Mais tu as raison. Pour le français, c'est tout à fait d'accord. Ici, j'ai une réponse. Ah, il y en a là. Vas-y. Le L, parce qu'il n'y a que deux barres. Il n'y a que 2 segments de droite, alors que les autres sont composés au moins de 3 segments de droite. Formidable. Allez, encore ici. C'était la même, parfait. Est-ce qu'il y a encore une réponse qui se balade ? Le chapeau. Le chapeau. Oui, j'adore. Une réponse out of the box. C'est le seul élément multicolore du slide, alors que les autres ont une seule couleur. On pourrait continuer. Oui, vas-y, une dernière, là-bas. Le H, c'est le seul qu'on peut remettre dans les deux sens. Effectivement, il est tout à fait symétrique. Et on pourrait continuer comme ça. Le R, la seule qui fait partie de la deuxième moitié de l'alphabet. Le K au Scrabble francophone vaut 10 points, tous les autres ont moins de 10 points, etc., etc., etc. D'accord ? Alors, ceci montre une manière de penser qui, quelque part, va dans un autre sens que ce qu'on apprend à l'école
traditionnelle. Si je vous demande, par exemple, de diviser un carré en 4 parties égales en forme et en surface, montrez un peu avec vos mains, comme ça, hein? Ouais. Donc, on peut faire comme ça. Quoi encore? Ouais. Parfait. Ouais, exactement. Donc, je viens de deviner les réponses que vous allez donner et l'ordre dans lequel vous les avez données. Je suis fort, hein? On a tous appris les mêmes choses. Vous avez 10 sur 10. Sauf que dans mon école, vous avez 3 sur l'infini. Il y a une infinité de réponses à cette question. Vous en voulez d'autres? Ok. Déjà, on peut faire ça. Mais on n'y pense pas parce qu'on a appris que c'est médiane ou diagonale. Ah, ici, c'est les deux. Ouais. On peut faire ça aussi. C'est juste. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a soufflé. Les diagonales ont un peu bougé. Et quand on comprend le principe de cette réponse-là, on voit qu'il y a un centre, un segment de droite qui va jusqu'à la périphérie, qui est translaté chaque fois de 90 degrés. Et cette conscience-là nous permet de construire les réponses qu'on veut, en donnant à cette ligne la forme qu'on souhaite, y compris avec des courbes. D'accord? Ceci illustre un paradoxe douloureux, qui est que le principal obstacle de la créativité, c'est la connaissance. J'adore les paradoxes. L'école tend de la connaissance, vous essayez d'amener la créativité. Vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe. Ok? Voilà. Et si acquérir des connaissances, c'était avancer avec ce paradoxe-là? En permanence apprendre et en permanence douter de ce qu'on vient d'apprendre. Pas facile. Mais là, on arrive à une vraie intelligence telle que, entre gens intelligents, on pourrait la définir. À l'école traditionnelle, c'est un concept, l'école traditionnelle n'existe pas. Hein. C'est une manière de voir les choses. Il y a une bonne réponse. Qu'est-ce qui définit la bonne réponse? Celle du prof. C'est celle qu'il connaît déjà en posant la question. Je vois encore maintenant des enfants qui reviennent de l'école avec des devoirs barrés de rouge parce que ce n'était pas la réponse attendue. Pourtant, la réponse était juste. Qu'est-ce que l'enfant apprend dans ces conditions-là? Il apprend que l'échec, c'est mal. Il apprend à recevoir la réponse attendue pour pouvoir la reproduire, à taire ses questions. Tu me fatigues avec tes questions, ceci est une caricature. Hein. Et à se conformer. La langue française est bien faite. Hein. Se conformer. Il y a une autre manière d'apprendre qui consiste à croire que dans beaucoup de situations, il peut y avoir plusieurs réponses. Tout de suite, une réserve. Bien sûr qu'à un moment donné, on peut privilégier une réponse, dire il existe peut-être plusieurs réponses de faire 1 plus 1, ou de faire une division en calcul écrit, etc. Et certes, ce que tu as fait est intéressant, mais je t'encourage à faire celle-là parce que. Ça, ok. Mais l'enseignement procréatif, qui stimule la créativité, pose qu'il existe plusieurs réponses à la question et qu'on va y arriver par essai-erreur, initiative, curiosité, autonomie. Comment est-ce qu'on peut stimuler par nos consignes? Je vais donner une première réponse, j'en donnerai une autre tout à l'heure. Cette créativité. Si je vous demande de dessiner au départ d'un cercle, ceci est un des tests de créativité élaborés par Torrance, qui est un des psychologues qui a pensé à la créativité dans les années 60-70. Vous pouvez faire toute une série de dessins et produire par exemple une feuille comme celle-ci. Ce que je trouve intéressant quand je forme des enseignants, c'est je leur demande en sous-groupe ensuite de regarder leur production comme si c'était des enseignants et plus les producteurs de ces dessins. Et je dis, si vous deviez évaluer la créativité des auteurs de ces dessins, sur quels critères objectifs pourriez-vous le faire? Je vous écoute. Pour autant que... Oui, levez la main. Oui, madame.
La diversité de réponses possibles. La diversité de réponses possibles. Est-ce qu'on peut les classer en différentes catégories? Oui. Quoi encore? La quantité? La quantité de réponses produites, certainement. Oui. Quoi encore? Oui. Ici. Oui. Le fait d'avoir été hors cadre, donc d'avoir, par exemple, pour le vélo, pris deux cercles différents. Alors que la consigne semblait indiquer qu'on faisait chaque fois des dessins au départ d'un cercle. Il y a quelqu'un qui m'a déjà remis une feuille blanche. C'était un puissance 4. D'accord? Ou il y a quelqu'un qui n'a rien dessiné, mais qui a écrit en dessous de chaque cercle balle de ping-pong. Aiguille, tête d'aiguille augmentée 1 million de fois. D'accord? Troublant. Oui, c'est troublant. Il y a un psychologue américain qui a théorisé ça et qui, parmi d'autres critères, mais ceux-ci sont les principaux, a dit qu'au fond, les dimensions que peut prendre la pensée créative peuvent être la fluidité, c'est ce que disait madame, la quantité de réponses produites, qui à elle seule ne définit pas la créativité, mais qui va la favoriser, parce qu'il y a un de mes livres qui traîne là-bas, La grande fabrique à idées. Je vois que quand je demande qu'est-ce qui est rouge et qui vole, les premières réponses, c'est une coccinelle, un rouge-gorge, etc. Et puis quand on a épuisé les réponses banales, on arrive à un feu rouge qui vole au secours des automobilistes, ou un socialiste à Charleroi. Mais ça, on ne peut pas dire, parce que c'était il y a longtemps. C'est fini, ça. Voilà. L'élaboration, c'est la capacité de prendre une idée et de l'amener de plus en plus loin. Par exemple, quelqu'un a fait au départ des cercles toutes des expressions, toutes des smileys. Voilà. Je prends une idée et je l'amène, je vois jusqu'où je peux l'amener en tirant sur la corde. La flexibilité, c'était soit la capacité de produire des réponses variées, soit carrément de sortir du cadre, de quitter les rails, de dérailler volontairement par rapport à la consigne donnée, tout en préservant le but. Si quelqu'un me déchire la feuille et me dit ton exercice c'est de la merde, ok, c'est son droit, mais je ne dirais pas qu'il a été créatif. D'accord? Par contre, s'il fait une boulette avec le papier, il fait quelque chose de figuratif avec ces trucs-là, il dit je fais une planète qui se déplace dans l'univers, là on pourra commencer à discuter. Quant à l'originalité, c'est l'occurrence unique de quelque chose dans un champ donné. Il n'y en a qu'un qui a eu cette idée-là dans le groupe. Il y en a eu deux qui l'ont eu, mais c'est dans ce contexte-là, il n'a pas été original. Voilà pour le développement de l'artiste. Vous voyez, c'est cette capacité d'aller au-delà de la première réponse. Le sage, grande question, comment est-ce qu'on développe cet esprit critique dans un contexte créatif? C'est quoi évaluer de manière créative? Je trouve ça passionnant parce que souvent, l'activité créative consiste à créer, à s'émerveiller, à dire « Oh, les enfants, un peu comme l'école des fans, c'est tellement beau ce que vous avez fait, vous êtes des artistes, bravo !» On remballe tout, c'est fini. Mais on est passé à côté de l'esprit critique, de la chance de changer de regard, justement, sur ses propres productions ou le spectacle qui nous était donné à voir, qu'on a applaudi. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Petit test. Alors, je n'ai pas mis le nom de l'artiste, c'est Yann Fabre, encore un Belge. Qu'est-ce que vous voyez? Une fois que je vous pose la question, le micro va circuler. Spontanément, vous voyez quoi? Oui. Un martyr. Un martyr. Ok. D'autres réponses rapides, spontanées. Qu'est-ce que vous voyez? Un renard empaillé. Une photo. Un renard, une croix et une perceuse. Une perceuse? Où est-ce qu'il y a une perceuse? Ah oui, excellent. L'ombre forme une perceuse. Formidable. Ou une visseuse. Je vais essayer de retenir ce que vous avez dit. Il y a eu un martyr.
Il y a eu un renard empaillé, une croix, une visseuse, une photo. Quand on catégorise ces réponses-là, elles appartiennent à des champs très très différents. Un martyr, un renard et une croix, il n'y a pas de doute. On est bel et bien, c'est pas un hippopotame, hein, d'accord. Hein. Et c'est pas un disque, etc. C'est bien une forme de croix. La photo, donc ça, c'est défini le contenu de l'image. Que ce soit une photo ne fait pas de doute non plus. Ce n'est pas une peinture, c'est pas un dessin, c'est une photographie. C'est un objet en 3 dimensions, mais c'est une photographie. Ça définit la forme de l'image, non pas son contenu. Là, on est dans l'objectivité. Le martyr, on est dans une interprétation. D'accord ? C'est une lecture. Et une lecture culturelle. Parce que vous baignez dans la Belgique, qui est judéo-chrétienne culturellement, vous connaissez bien sûr l'image du Christ en croix. Et cette lecture est normale, codée culturellement. Je ne suis pas sûr que si on montrait ça à des aborigènes d'Australie, ils diraient que c'est un martyr. Peut-être qu'ils diraient que c'est ce qu'ils vont manger ce soir. Ou que je ne sais pas quoi, peut-être la représentation d'une divinité. Ok ? Certaines personnes qui ne sont pas exprimées peuvent aussi avoir pensé « je déteste cette image » ou « je l'adore ». D'accord ? Et souvent, c'est ce qui vient en premier. Habituellement, face à une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, plastique, musicale, art vivant, notre première réaction est le jugement. Positif ou négatif, mais nous jugeons très vite, nous ne pouvons pas nous en empêcher. Et très souvent, nous interprétons. Parce que notre cerveau est formaté pour ça, nous avons besoin de comprendre très vite ce que nous avons devant nous, et donc nous projetons du sens, mais généralement un sens. Et finalement, nous observons très peu. Mon encouragement face à une production artistique, c'est de faire les choses dans un ordre différent. Tout en étant conscient que nous jugeons très vite et que nous interprétons souvent de manière abusive, est-ce que nous sommes capables, face à une œuvre d'art, et j'ai ajouté en dessous, face à n'importe quoi, n'importe quelle situation de la vie, comme une personne que je ne connais pas, une situation inconnue pour moi, est-ce que je suis capable de d'abord, en mettant mes jugements et mes interprétations sous ma chaise, observer qu'est-ce qui se passe objectivement ? Nommer ça. Prendre une œuvre d'art, la forme, le contenu, qu'est-ce que je vois ? Ensuite, à quoi ça me fait penser ? Quelles sont les associations d'idées qui me viennent ? Quelles sont les questions ? Parce que là-dedans, je mets toutes les questions dans le 2. Quelles sont les questions que ça suscite ? Où regarde ce renard ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Parce que l'observation en 1 m'a appris qu'en fait, il n'est pas du tout crucifié. Hein. Vous voyez des clous, vous ? Même s'il y a soi-disant une visseuse derrière. D'ailleurs, est-ce que cette croix est verticale, comme nous avons l'habitude de la voir, ou au contraire, est-ce qu'elle est posée au sol ? Nous la voyons de haut. On n'en sait rien. Ça change le regard. Et enfin, je peux dire ce que je ressens. Et par ce processus, au fond, je vais comprendre pourquoi, le cas échéant, j'ai eu un haut le cœur en voyant cette image. Parce qu'elle m'a tout de suite rappelé le Christ en croix, et voir ce pauvre petit animal tout doux auquel je m'identifie, crucifié lui-même, me dit « Oh, le pauvre petit chéri, il doit avoir mal ». Alors qu'il ne s'agit probablement pas du tout de ça. D'accord ? Voilà, je crois, une manière de développer l'esprit critique des enfants. Ce processus-là tout simple qui peut s'appliquer à n'importe quel processus artistique. Il y a au fond 2 manières de regarder. Quand je vais au musée, souvent on me donne un audioguide. L'audioguide a une fonction, me faire comprendre à moi, visiteur ignare, j'exagère. Je trouve passionnant, je vais beaucoup dans les musées, les expos. En tout cas, moi, qui ne connais pas encore l'œuvre de l'artiste, ou pas assez, je vais enfin comprendre ce qu'elle veut dire par rapport à l'intention de l'artiste, par rapport au contexte historique, culturel qui a fait naître l'œuvre. Je vais comprendre, et ça va m'être donné très intelligemment et avec beaucoup de sensibilité, des musiques et des acteurs au service de tout ça. Au service de quoi ? D'une interprétation dont les auteurs sont extérieurs à moi.
des experts, historiens de l'art. Fort bien. C'est une manière de voir l'art. Regard que je qualifierais de cognitif, même s'il y a de l'émotion dedans, etc. Le regard créatif, comme celui auquel vous êtes livré en regardant l'œuvre de Bob Verschuren et en échangeant en début avec vos 6 questions, vous interroge sur qu'est-ce que cette œuvre vient vous dire à vous maintenant. En relation d'ailleurs, dans le cas de l'exercice que je vous proposais, avec une personne bien particulière. Vous auriez échangé avec quelqu'un d'autre dans la salle, de profils très très différents, peut-être que vous n'aurez pas dit la même chose. J'en fais l'hypothèse. Et il n'y a pas une interprétation, mais un grand nombre, ou une infinité. D'ailleurs, ce que vous dites aujourd'hui n'est pas ce que vous auriez dit il y a un mois, ni ce que vous direz dans un an. Le savoir a sa source en vous. Voilà. Et dans ce sens-là, il n'est absolument pas discutable. Donc l'esprit critique, là, vous voyez où il vient s'ancrer. Voilà. J'aime bien ce que disait Nick Cave. Qui connaît Nick Cave, des gens de ma génération? Ah oui, il y en a plusieurs. Super. Il disait, il est très risqué de demander à un auteur-compositeur d'expliquer ses chansons. D'ailleurs, ça peut être une séance de torture. Ou du moins de supposer que son interprétation est en quelque sorte plus valable ou plus vraie que la vôtre. Merci Nick Cave. Avec les enfants, après une expérience artistique, je trouve très passionnant de créer un espace critique dans lequel vont pouvoir se poser différentes questions. Quelques exemples de questions que je pose, par exemple, quand j'expose les productions de tous les enfants et qu'on se met devant ensemble. Chacun a l'occasion de dire, en parlant d'une autre œuvre que la sienne, qu'est-ce qui me frappe, qu'est-ce qui me touche. Est-ce que j'ai un coup de cœur pour une des productions? Et est-ce que je peux dire pourquoi? C'est là que se développe l'esprit critique. Est-ce que j'arrive à mettre des mots sur ce coup de cœur? Comment est-ce que vous vous êtes senti pendant la séance? Qu'est-ce qui a été facile et ou difficile? Et c'est pas est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous n'avez pas aimé, ça va plus loin. C'est qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire, le cas échéant, si je voulais prolonger l'expérience. Enfin, le conquérant, mon Dieu, il consiste à développer chez l'enfant, s'il en a le goût évidemment, d'aller au-delà de l'expérimentation pure, des esquisses, de l'expérience, pour produire un résultat concret, gratifiant si possible, parce que personnel, original, et le cas échéant partageable. C'est là que l'œuvre d'art vient au monde, puisqu'elle vient au monde, elle n'est plus simplement dans l'atelier de l'artiste, elle trouve un public qui va pouvoir lui-même l'apprécier, trouver du sens, le cas échéant. Comment est-ce qu'on amène, parfois dans des contextes où le temps est très limité, Dieu sait si dans les interventions, parfois les temps sont très limités, à aller jusque-là. Exemple, beaucoup de gens ont très peur de dessiner. Ils disent « Ah, je ne sais pas dessiner ». J'ai trouvé une activité, je fais cet exemple moi-même pour un de mes livres, mais je n'ai pas inventé l'activité, je l'aime beaucoup, qui consiste à prendre 2 œuvres d'art. Une œuvre, vous la reconnaissez à gauche, La chute d'Icare de Bruegel, par exemple. On demande à l'enfant de choisir une œuvre qu'il aime bien par son sujet, sa représentation, figurative ou non d'ailleurs. Voilà. Et d'en choisir une autre dont il aime bien les couleurs. Tu vas décalquer la première œuvre et la colorier avec les couleurs de l'autre. Ce faisant, l'enfant peut produire quelque chose qui ressemblerait à ça, ou à autre chose d'ailleurs, mais vous voyez qu'il avait tous les ingrédients dans la consigne. Et quelque part, de nouveau, réinventer l'œuvre et se familiariser avec le langage plastique en opérant des choix, quelle couleur, où, comment est-ce que je vais fabriquer ce brin un peu complexe, alors que peut-être je n'ai que 3 couleurs ou 4 sur ma palette. Voilà. Une manière de ne pas laisser l'enfant juste devant une feuille blanche et de voir, comme c'est souvent le cas, quand on propose d'être créatif, certains enfants faire des merveilles parce qu'ils ont ça naturellement en eux et d'autres être complètement coincés par leur peur, leur manque d'expérience, leur peur de mal faire, leur souci de bien faire, c'est la même chose. Ce qui m'amène à une question que j'ai pas mal traitée aussi, c'est comment formuler une consigne qui stimule la créativité? Quelles en sont les caractéristiques?
on associe souvent la créativité à la liberté. Et pour développer la créativité, on dit allez-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, soyez créatifs. Mon Dieu. Vous sentez la trouille là? Je disais maintenant, allez-y maintenant, ceux qui veulent, levez-vous et dites quelque chose, ou chantez, ou dansez, faites ce que vous voulez, soyez créatifs. Il n'y a pas beaucoup qui vont se lever, je crois. D'accord? Parce qu'il vous manque de la sécurité, du cadre. Je crois que le secret d'une consigne qui stimule la créativité, c'est cette combinaison entre l'ouverture et le cadre. Entre, d'une part, l'encouragement à produire des réponses nombreuses, audacieuses, personnelles, et le cas échéant à stimuler cela par le hasard, l'inconnu. Mais également à cadrer en fixant des limites très claires de temps, de matériel, qui mettent en confiance les enfants parce que c'est pas trop difficile. Les encourager aussi, leur permettre de douter également. Dans le cadre, il y a les permissions aussi. Vous avez le droit de ne pas faire l'activité ou de choisir une alternative. Et tenir compte des limites personnelles, matérielles des enfants. Je donne un exemple très simple, mais pour un de mes livres, j'avais pris une chaise d'école et j'avais demandé aux enfants, 5 petites filles, je vais faire des photos de vous avec la chaise, amusez-vous, surprenez-moi. Pas bien une consigne simple. C'est normal. C'est la première photo qu'ils ont faite, la chaise reste une chaise. Mais j'ai dit, oui, super. Quoi encore? C'est passé quelque chose. Une prise de liberté, une prise de pouvoir sur la fonction de la chaise pour en faire autre chose. Et comme je disais, oui, super. Quoi encore? est apparu déjà un début d'histoire, ou la fin d'une histoire, la capture de la chaise sauvage qui, vous l'aurez remarqué si vous êtes bon en mathématiques, a mangé la 5e petite fille. Il était donc urgent de faire quelque chose. Là, on est sur une inversion des rôles. D'accord ? Il y a une justice pour les chaises, quand même, de temps en temps. Là, c'est le petit prince, apprivoise-moi. Et une des dernières photos qui sont sorties de leur spontanéité, c'est ceci. On est dans la danse contemporaine, presque. Donc, vous le savez, je ne vous apprends rien en vous disant que les enfants sont des trésors de créativité pourvu qu'on leur donne cette combinaison entre l'autonomie et le cadre. La fonction du cadre étant de sécuriser, et on oublie très souvent de sécuriser les processus créatifs. Voilà. Trop de liberté tue la créativité, potentiellement. Trop de cadre tue la créativité. Je vais nuancer. Les enfants tout jeunes, en maternelle, n'ont pas trop besoin de cadre. Au contraire, ils ont besoin de beaucoup de permissions, d'espace, d'expérimentation, de possibilités. Ça coince plus tard, quand ils ont déjà développé tout ce conformisme qu'on évoquait tout à l'heure, toute cette peur de mal faire, tout son besoin de bien faire, cette habitude d'imiter. Là, on va devoir leur donner du cadre pour les calmer et leur dire dans quel périmètre va pouvoir s'exercer cette liberté-là. J'en arrive à la fin de mon intervention avec cette question. Comment éveiller à l'art et à la culture en stimulant ces 4 postures-là, pourvu que ça vous parle, hein, bien sûr, d'utiliser ces grilles qui n'a de valeur que dans le cadre de cette conférence. Vous en ferez ce que vous voulez. Si votre intention est de développer la créativité, quelle est la partie de l'enfant que vous voulez toucher? Est-ce que c'est la partie explorateur, c'est-à-dire sa curiosité, son ouverture au monde, son imagination? Et où est-ce que c'est sa capacité d'inventer, d'expérimenter, de s'exprimer dans le sens émotionnel peut-être, ou personnel, existentiel, voire de désobéir, de faire le fou du roi? Comment est-ce que vous le stimulez, l'encouragez, le permettez, le reconnaissez? Est-ce que c'est développer son esprit critique? Et on a donné quelques pistes de comment le faire. Son aptitude réflexive, sa quête de sens? Et où enfin, est-ce que c'est son envie de produire une œuvre, de la partager à un public? Et là aussi, attention, au service de qui? De l'ego de l'enseignant, qui veut paraître formidable aux yeux des parents? J'en connais.
et qui instrumentalise les enfants pour apprendre par cœur le texte que lui, enseignant, a écrit. C'est moyen, je trouve. Pour dire les choses autrement, ou dire autre chose que ce que je viens de dire, quelle partie de l'enfant voulez-vous toucher? Sa tête? Capacité à penser, découvrir, imaginer, comprendre. Son cœur? Capacité à ressentir, à aimer, à partager ce qu'il a sur le cœur. Son intimité. Son corps? Est-ce que vous voulez vraiment lui permettre d'expérimenter sensoriellement quelque chose par la manipulation, l'action, la création concrète? Et que cette expérience multisensorielle s'imprime en lui? Est-ce que c'est son esprit pour qu'il conscientise justement son être au monde, sa sensibilité et la garde pour la vie? J'étais avec un groupe d'enfants et comme j'aime beaucoup le faire, je proposais de changer l'expérience qu'ils pourraient avoir par rapport aux livres. Et je demande, avec une grande variété de livres jeunesse étalés sur des tables, choisissez chacun une image de quelque chose ou quelqu'un ou un être que vous voulez. En quoi vous aimeriez vous transformer si vous aviez une baguette magique? Consigne qui, toute simple qu'elle soit, amène l'enfant à aller vers un livre, non pas pour le lire, mais pour y trouver un prolongement de soi, un prolongement imaginaire, avec cette magie qui opère toujours, que ce livre-là, où ils sont entrés par la porte de l'image, ils auront envie de le lire. Et non seulement ils auront envie de le lire, mais je vois que tout de suite cet objet devient un objet transitionnel, ils le gardent contre leur cœur, ça devient leur livre. Et un enfant me répond, moi monsieur, il me montre une photo d'une pomme, j'aimerais devenir une pomme. Au début, je serais une petite pomme comme ça, et puis je grandirais, je grossirais, je changerais de couleur. Et quand je serais bien mûr, on me cueillerait, on me mangerait. Et comme souvent, je suis avec une classe, et il y a l'enseignante qui est là, elle dit « Monsieur Brasseur, cet enfant est un peu spécial. Je suis désolé. Madame, c'est très bien s'il a envie de devenir une pomme, c'est formidable. » Pourquoi ? C'est un âge merveilleux, l'enfance. Là, ça me touche profondément, mais j'en suis ému. C'est un trésor qui se casse tellement facilement. Comme disait Picasso, je le répète, même si Picasso est critiquable en tant qu'être humain, si j'avais pu le dire, je ne serais pas fatigué à le peindre. Si l'enfant, à ce moment-là, a envie de dire qu'il est une pomme, c'est que profondément, et surtout si nous ne le comprenons pas, il a besoin de le dire et de le ressentir. Ça demande que nous nous mettions à genoux devant lui, intérieurement. Alors, comment est-ce que, dans nos interventions, nous pouvons faire pour être surpris, pour récolter ce genre d'émotions personnelles, pour être bousculés? Voilà une dernière question que je voudrais vous poser. Vous ne devez pas y répondre. Avant, je répète, on terminera vers 35-40, avant des réactions aux questions éventuellement de votre part, je vous invite à une minute ou deux de réflexion personnelle et de nouveau un dernier échange à deux. À quoi cette expérience vous invite? Personnellement, dans votre rapport à l'art et à la culture, et en tant que professionnel qui intervient auprès d'enfants, dans votre manière de proposer l'art et la culture aux enfants. Laissez émerger ce qui émerge. Et si vous en avez le goût, mais c'est toujours bon de pouvoir partager, ça je crois, parce que vous en ferez un cadeau à l'autre. Je vous propose de partager en 3-4 minutes avec votre voisin, celui de votre choix, quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé ou pas encore, peu importe. Allez-y. Ok.
Alors, sachant que il y a du gâteau qui vous attend et que le gâteau peut être un beau prétexte pour continuer vos conversations. Suite à ces échanges, suite à cette rencontre, qu'est-ce qui est là qui a peut-être besoin d'être dit? Est-ce qu'il y a un oui mais? Ou est-ce qu'il y a un questionnement? Oui. Super, bravo. Mélanie. Moi, je disais qu'en tant qu'enseignante, parce que j'ai plein de casquettes, mais j'ai celle-là aussi, ce qui est très difficile, c'est de lâcher le produit fini. Oui. Parce qu'on est formaté par rapport à ça, nous-mêmes en tant qu'enseignante, de par l'enseignement qu'on a eu quand on était enfant, mais aussi, et mon mari maintenant est en haute école, donc je peux en parler, le côté, on formate encore pour préparer des futurs instits. Oui, c'est ça. Et c'est super difficile. Et on reproduit. Et on reproduit, en fait, et on lâche pas ça. Et donc, c'est compliqué de lâcher le produit fini. Moi, ce qui m'a marqué dans la présentation, c'est des phrases du style « voir désobéir », voir lâcher la consigne. Or, on nous formate en tant que futur enseignant, en tant qu'enseignant, à être comme ça. Oui. Et donc, c'est super compliqué. Hyper riche, je suis d'accord, mais très compliqué. Je pense que le public enseignant, et je ne veux pas me mettre des gens à dos, mais c'est difficile de se remettre en question. Parce qu'on nous demande de ne pas nous remettre en question. Ah bon? Moi, je pense. Voilà. En tout cas, vous vous êtes posé la question, c'est déjà un grand pas. Oui, madame. Mais c'est pas une question, c'est peut-être une réponse. Moi, je suis enseignante en haute école. Oui. Et en haute école, on ne fait plus ça, je vous rassure. La relève arrive avec peut-être d'autres chemins. Et mon ancienne étudiante ici confirme. Non. Ok. D'autres interpellations, réflexions qui vous habitent. Merci parce que c'est riche et je crois qu'en osant prendre la parole comme ça, vous mettez des mots sur ce que plusieurs personnes ici peuvent sentir. Oui. Ici au milieu. Ouais. Et là-bas au bout, c'est ça? Commençons par vous, madame. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant de voir les différents processus créatifs, les différentes casquettes que le chemin créatif peut prendre. Oui. Et c'est vrai que pour faire beaucoup de projets créatifs avec les enfants, c'est merveilleux de voir que quand ils sont petits, ils n'ont aucune barrière et ils créent directement. On leur donne une feuille de papier, ils dessinent, ils ne se posent aucune question et que les barrières arrivent quand les enfants grandissent. Et je me pose vraiment cette question, qu'est-ce qui fait que nos peurs s'installent, nos inhibitions face à la créativité et avec tout ce que vous avez dit aussi par rapport à tous ces métiers qui seront remplacés par l'IA, il va falloir se réinventer. En tout cas, les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain devront se réinventer. Et je trouve que ça a beaucoup de sens de développer cette créativité. Allez voir, et vous connaissez peut-être la conférence TED de Ken Robinson, comment l'école tue la créativité. Le titre est provocateur. Il montre que l'école actuelle est encore beaucoup le produit de la société industrielle du 19e siècle qui fabriquait des petits soldats pour l'industrie. Notre intention de parents n'est pas de former des petits soldats. Face aux défis qui nous attendent, elle est de former des êtres à la fois très intelligents, très critiques, très sensibles et très autonomes. Le défi est immense. Oui. En fait, ça rejoint tout à fait ce que je voulais évoquer. Je me dis, en tant qu'enseignant, on est formaté, mais quand on reprend cet historique, et le but de l'école, c'est de former ce dont nous allons avoir besoin dans notre société. À l'époque, on avait besoin effectivement de petits soldats, de maillons à la chaîne, et donc on avait besoin d'un formatage très carré, et c'est plus du tout ce dont notre société a besoin. Et du coup, là, en tant qu'enseignant, c'est peut-être intéressant de se réinventer, et ça rejoint ce que Madame disait, et de se dire, en fait, maintenant, clairement, j'ai d'autres compétences à développer chez mes élèves, parce que c'est ce dont la société a besoin maintenant. Ouais. Et quand je prends le pan de cet historique, et que je comprends d'où je viens, que je suis le produit d'une histoire, je peux peut-être plus facilement me dire qu'en fait,
pour être le produit du futur, je vais devoir changer parce que j'ai besoin de me déplacer quelque part. Je vais juste reformuler ce que vous venez de dire. Non pas parce que c'est ce dont la société a besoin aujourd'hui, c'est ce dont l'humanité a besoin. Ouais. C'est un peu grandiloquent, hein, mais voilà. C'est bien ça qu'il s'agit. Il y avait encore une personne là-bas ? Oui. Alors moi, je vais peut-être sortir un petit peu du cadre, mais... Oui, chouette. Donc moi, je suis opératrice culturelle, je suis même en charge des arts plastiques pour un centre culturel. Et donc moi, ma petite casquette, c'est... moi, je trouve ça super, effectivement, de mettre des arts plastiques, de l'art plastique dans les écoles. Mais aussi, c'est comment on peut valoriser tous les plasticiens qui existent et qui ont un potentiel énorme pour accueillir, proposer ces activités. Il n'y a pas que l'enseignant. On a une difficulté à, en fait, tout simplement payer ces artistes, puisqu'ils n'ont pas de statut de base. Enfin, c'est très compliqué. Donc, on est un peu hors des clous, on doit jongler, mais notre rôle aussi, on fait du lien entre les artistes, les écoles, mais c'est visibiliser aussi tous ces plasticiens qui existent. Alors, tous les plasticiens ne sont pas pédagogues, mais il y en a, et on est face à des contraintes difficiles à passer outre pour pouvoir valoriser ces artistes et les mettre en lien avec les écoles, quoi. Là, par exemple, je viens de répondre justement à un appel à projet pour avoir des subventions PK pour un projet qui se réalise. Et on m'a bien fait comprendre que c'était exceptionnel que j'ai ce budget-là, parce que j'ai voulu justement valoriser le travail de ces plasticiens, leur permettre un cachet décent. Et on se rend compte que c'est difficile de visibiliser le travail des plasticiens et que c'est pas encore dans les... Même s'il y a des budgets, et je trouve ça super qu'il y ait ces budgets pour mettre de l'art dans les écoles, mais pour que les gens prennent conscience que le travail des plasticiens est complètement minimisé et invisible, il faut aussi mettre ça en avant. Quoi. Et au-delà, pour sortir encore du cadre de votre question qui semble axée sur le budget, ça dépasse complètement mes compétences, mais c'est très intéressant de poser la question, pourquoi je veux faire venir un plasticien, et ce plasticien-là dans mon école, au-delà du talent que je lui reconnais. Qu'est-ce que je veux faire se passer comme expérience humaine, artistique, voilà. Et par rapport à mon expérience aussi, on va dire, de casquette d'opératrice, il y a maintenant pas mal de ressources, et ces ressources sont inconnues des enseignants. Voilà, donc il y a un gros problème. Profitez du gâteau pour aller trouver des officiels. Mais il y a des problèmes de communication et il faut vraiment partager toutes ces ressources. Voilà. Je vais m'engager je vais plutôt faire à quoi je me suis engagé, ce qui est de respecter le timing qui m'est imparti, sachant que je suis disponible après pour répondre aux questions. Oui. Moi, ok. Pour moi, c'est très bien. Une dernière, vas-y. Indépendamment de l'art et de la créativité. Oui. Jacquard disait que l'école n'avait pas pour mission de former les enfants, les jeunes, à répondre aux besoins de la société. C'est ça. Et donc, moi, ça me choque quand j'entends ça, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans ça. Or, l'école a d'abord pour mission d'ouvrir les enfants à eux-mêmes et au monde. Et je pense qu'effectivement, la créativité, il peut y avoir... moins d'inquiétude par rapport à la créativité qui peut parfois dépasser l'enseignant, même l'artiste. Et ces moments de grâce où, quand on crée, il nous arrive des choses à quoi on n'avait pas du tout pensé. Et c'est ces moments-là qui sont extrêmement précieux et qui sortent de tout cadre, mais qui sont nécessaires à la société pour... quand même un peu, vu ce qui se passe partout dans le monde, il y a un mouvement parallèle à tout le consumérisme pour, quelque part, l'école permette aussi à l'humanité de se développer et même de se mobiliser et par la créativité et par la philosophie afin qu'on ne bascule pas complètement. On est en route. Hein. Alors, et je terminerai avec ça. Je crois que la créativité s'exerce à tout moment, potentiellement, dans une classe.
et certainement pas seulement dans le cadre des cours DK, des interventions PK, des moments labellisés créatifs. Dès lors que un enfant pose une question personnelle à laquelle le prof n'a pas de réponse, dès lors que le prof pose la question après un cours, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été facile, difficile, et que l'enfant puisse dire au prof, à un moment donné, tu es venu derrière mon dos et tu m'as pris mon crayon et tu as dessiné à ma place. Là, je me suis senti très mal, je me suis senti nul. Et là, le prof peut se mettre une médaille. Parce que ce sont dans ces moments-là que se passe une autre démocratie de l'école, un autre rapport au savoir, un autre rapport entre les adultes et les enfants. Et j'espère que cette intervention a ouvert le champ par rapport à ça. Tout artiste que vous soyez, tout défenseur de l'art et de la culture que vous soyez, ni vous ni moi n'avez le monopole de cette autonomie de pensée, de cette liberté, de cette créativité que nous invoquons depuis 1h30. Et beaucoup de personnes ont dit des belles phrases. Carl Rogers, c'est l'un d'eux. Et ça redit autrement ce que vous disiez, madame. Dans le sens le plus profond, être créatif, c'est se réaliser en tant que personne. Donc c'est ça la mission, effectivement, de l'éducation en général. C'est de faire émerger quelle personne est là, en germe, qui demande à pousser. Et Dieu sait si c'est difficile, et c'est le papa que je suis qui vous le dit. De se détacher des projections, des attentes qu'on peut avoir sur un enfant. Je terminerai avec ça. Je vous encourage, si vous comprenez l'anglais, et si vous êtes peu ou prou en lien avec les arts vivants, d'aller télécharger un livre que j'ai coécrit avec une amie très chère, malheureusement décédée, Lisa Baxter. Ça se trouve sur le site de creativescotland.com et ça s'appelle The Performing Artist Audience Workbook. C'est quoi? Ce sont 2 ouvrages qui ont pour but d'aider des artistes à concevoir les expériences artistiques en tenant compte du public auquel ils s'adressent. C'est passionnant. Quant à moi, si vous voulez connaître davantage mes activités de formateur, d'auteur, d'illustrateur aussi, vous trouverez pas mal de choses sur mon site philippebrasseur.be. Et ma petite amie m'a dit, où que tu sois, dis-le, je vais vous le dire, j'expose aussi mes œuvres, je suis aussi auteur, illustrateur et peintre. Voilà, du 18 au 21 décembre à Uccle, Maison des Arts, c'est le spot publicitaire. Ça se trouve 102 rue du Doyenné. Soyez les bienvenus, merci beaucoup. Bon après-midi. Voilà.